La tête dans les nuances, c'est une rencontre à tous les mois avec des intervenants engagés. Et à chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. Ce mois-ci, à la tête dans les nuances, on se pose la question suivante. Quelle place devrait avoir la culture dans le budget du Québec? Plongeons ensemble, tête première dans les nuances. Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de La tête dans les nuances. Merci de nous accueillir chaque fois dans vos foyers, peut-être dans votre voiture ou simplement dans vos oreilles par le biais d'un balado que vous écoutez en prenant une marche de santé, peut-être. Pour rappel, en 2020, lors de la toute première saison de La tête dans les nuances, en pleine pandémie, nous avions réalisé une émission dont le thème était « Comment maintenir les arts vivants si les artistes quittent le navire ». 5 ans plus tard, la pandémie est derrière nous. Les artistes ont retrouvé leur salle de spectacle, leur plume ou leur salon, ou leur salle d'exposition, c'est selon. Pourtant, si l'on en croit leur porte-parole, la situation est plus critique que jamais. Ainsi a-t-on vu apparaître la grande mobilisation pour les arts, le Front commun pour les arts, qui ont comme objectif commun de sensibiliser la population, de demander, de voir, d'exiger du gouvernement actuel une augmentation du financement public accordé aux artistes et aux institutions culturelles. Dans une période économique difficile pour tous, où notre budget culturel personnel est au mieux stable, voire en décroissance quant à sa valeur, l'État doit-il en faire davantage? Eh bien, pour tenter de comprendre la situation, plusieurs questions se posent et je tenterai de trouver des réponses avec mes invités. Comme question, on pourrait se demander, par exemple, les arts sont-ils traités différemment des autres secteurs économiques alors que l'on parle constamment d'industrie culturelle? Le comédien et metteur en scène Hugo Fréjabise disait lors de la grande mobilisation, et là je le paraphrase, « La culture peut-elle véritablement être l'âme d'une nation avec 0,13 % du budget qui lui est consacré? La culture doit-elle jouir d'un statut particulier? Autre question intéressante. Y a-t-il une différence entre artiste et vedette ou entre art et divertissement? Si oui, on finance qui, quoi et comment? Enfin, combien de trésors nationaux sont réduits à partager les mots de Plamondon « J'aurais voulu être un artiste ». Pour tenter d'éclairer notre réflexion sur cette importante question, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités. D'abord, Mme Maureen Martineau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Elle est comédienne, auteure, metteur en scène, co-scénariste, récipiendaire de nombreuses bourses et distinctions, avec en poche un baccalauréat en art dramatique de l'Université du Québec à Montréal. Elle est également membre de la Société des écrivains de la Mauricie. Je reçois également M. Vincent Séguin, fruit du Conservatoire de musique de Montréal, où il obtient son diplôme d'études supérieures et premier prix avec distinction. On le retrouve maintenant percussionniste à l'Orchestre symphonique de Drummondville, surnuméraire à l'Orchestre métropolitain et sur de très nombreuses autres productions de type ballet, opéra, etc. Il est, de surcroît, le président de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et pour compléter ce trio, M. Simon Baudry, diplômé en musique du Cégep de Joliette. Vous le reconnaîtrez probablement davantage pour ses talents de musicien, chanteur, conteur dédié à la musique traditionnelle. Vous l'avez très certainement vu en spectacle avec le groupe Vent du Nord, auquel il a appartenu pendant quelques décennies. Et on le retrouve maintenant directeur artistique du festival Mémoire et Racines. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plongeons immédiatement dans le vif du sujet et je ferai un premier tour de table, mais d'abord peut-être mettre en perspective quelques éléments. Le 12 mars 2024, lors de la présentation du dernier budget provincial, le ministre de la Culture et des Communications annonçait que le Conseil des arts et des lettres du Québec ne disposerait que d'un budget de 160 millions pour l'année 2024-2025. Ça, c'est moins d'argent que l'exercice précédent et ça survenait en plein courant inflationniste et en pleine explosion des coûts de production pour chacune des productions artistiques. Avec un déficit de 11 milliards, des problèmes en santé, en éducation, à la petite enfance, en environnement et j'en passe, où devrait se situer la culture parmi les priorités du gouvernement, c'est-à-dire parmi notre portefeuille collectif? La question est lancée, où doit-on placer la culture
dans les priorités de financement du Québec? Je commence avec vous, peut-être, Mme C'est une Martineau. grosse et grande question. Chose certaine, je crois qu'on doit y donner une plus grande place qu'elle a maintenant. Ça fait des années là, que moi, je baigne dans ce milieu-là et ce n'est pas la première fois que les artistes, les organismes montent au front pour décrier le fait que l'art, la culture sont complètement sous-financés. Il y a eu, dans les 20 dernières années, des gains à chaque fois qu'il y a eu des mouvements comme ça. Mais je trouve ça triste qu'on doive crier au secours quand les sommes qui sont allouées aux arts et à la culture sont coupées comme ça. Parce que c'est déjà, on n'a pas encore le seuil, je dirais, on n'a pas encore atteint le seuil viable pour faire vivre les artistes, les organismes, les institutions qu'on a actuellement qui donnent des œuvres magnifiques, qui font l'identité du Québec, la fierté du Québec, je dirais même. Alors, je trouve que je comprends que quand il y a des vagues comme ça de compression budgétaire, on veut couper partout. On va dire c'est horrible de couper en santé, en éducation. Oui, c'est horrible. Mais c'est encore d'autant plus souffrant quand on coupe dans un des secteurs les moins subventionnés de l'État. Tu sais, on parle de quoi? 0,013 de financement là, du budget global là, que le secteur de la culture a. Fait que je trouve que c'est assez scandaleux, dans le fond, puis à chaque fois, bien, on doit crier haut et fort que ça se peut pas, qu'on va perdre nos artistes. On perd déjà des institutions qui ont annoncé qu'ils vont fermer leurs portes parce qu'ils sont plus capables de tenir leur programme. Et puis, il ne faut pas croire que... Tu sais, je regardais ça, les organismes, des fois, c'est 20 seulement de leur budget d'ensemble qui est subventionné, mais c'est un 20 crucial. Ça fait que je pense que, puis même les artistes, c'est très peu de leur gagne-pain qui est subventionné, mais on en a besoin, tu sais. Et pensable que ce 20 soit difficilement possible d'aller chercher directement par la vente de billets ou par la vente de livres. Non, c'est topé. On ne peut pas augmenter les coûts. Non, on les voit, tout le monde... Il y a déjà une baisse de 20 de la clientèle qui achète des billets depuis la pandémie, là, parce que, bon, les habitudes de vie ont changé et aussi parce que le consommateur s'est appauvri, puis les billets, eux autres, ils ont continué de monter parce que tous les coûts explosent. Alors, on ne peut pas... moi, je suis allée voir un spectacle là, que j'ai adoré dans un tout petit théâtre à l'Auberge du Petit Bonheur à Saint-Camille. Ça m'a coûté 45 $ mon billet, mais je peux pas... Tu sais, pour moi, c'est déjà cher. Mais ça valait la peine. J'étais contente de le payer, mais je ne peux pas payer 60 $ pour aller voir ce... Tu sais, si j'augmente de 20 que l'État paye, probablement que cette activité-là, si on se fie à l'ensemble, elle est financée à 20 par les subventions. Donc si on doit augmenter le prix du billet de 20 ça ne se peut plus pour moi. C'est l'activité qui disparaît. Oui, oui. Monsieur Séguin, vous êtes président de la Guilde et partie prenante, je pense, à ce front commun. Oui. Vous réagissez comment? Bien, en fait, le constat est le même. C'est que déjà, avant tout ce qui se passe en ce moment, notamment en lien avec les craintes qu'on a vis-à-vis nos voisins du Sud, puis les répercussions que ça peut avoir sur notre économie totale, on était déjà dans une situation au niveau des artistes, comme vous l'avez mentionné, où on est en difficulté, qu'on parle au niveau de la précarité des emplois, qu'on parle au niveau de l'absence de filet social. C'est déjà des enjeux qui sont difficiles. C'est difficile de vivre de son art. Et ce qu'on souhaite, nous, éventuellement, c'est pouvoir vivre dignement et d'une manière pérenne, c'est-à-dire de pouvoir se projeter dans le temps puis de dire « Oui, je peux bien vivre de mon art maintenant, puis je le sais que pour les années à venir, ça va être possible aussi. » En ce moment, c'est difficile, voire quasi impossible de pouvoir faire ce constat-là. Il n'y a pas une semaine, peut-être même une journée qui passe sans qu'on voit publiquement des lettres ouvertes qui sortent dans les médias, dans les journaux, pour crier à l'aide, pour dénoncer l'état actuel des choses en culture. Des chiffres qui sortent notamment, c'est de dire que le salaire médian des artistes au Québec est de 15 000 $ par année. Alors, 15 000 $ pour vivre de son art, sans filet social, je ne vois pas comment on peut y arriver. Et quand on parle d'une hausse des subventions, c'est-à-dire notamment
la revendication principale du Front commun pour les arts, qui est de monter à 200 millions le budget pour le Conseil des arts et des lettres du Québec, pour pouvoir, et comme le dit ma collègue présidente de l'Union des artistes, Tania Contoyani, c'est le pansement pour arrêter l'hémorragie. Donc, c'est juste ça. Donc, oui, on pourra bien, dans un deuxième temps, repenser à comment l'argent est investi. Et nous, en tant que syndicat, en tant qu'association professionnelle qui représentons les musiciens et musiciennes à travers le Québec, on pense que l'argent ne se rend pas jusqu'aux artistes. C'est ce qu'on dit et c'est le clou sur lequel on va marteler et qu'on martèle depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Donc ça, c'est en second plan. Et quand vous dites que l'argent ne se rend pas aux artistes, c'est-à-dire qu'on serait encore dans un mode où c'est plus intéressant pour un ou une politicienne de couper un ruban pour ouvrir un nouveau centre culturel, par exemple, que pour financer directement des artistes? C'est une bonne question. Moi, la façon dont j'aborde le sujet, dont j'ai la conception de la chose, c'est de dire que, dans un exemple, l'État va subventionner ce qu'on va appeler, nous, les producteurs, qui sont finalement les employeurs. Tu sais, pour le secteur plus commun, on appellerait ça un employeur. Nous, chez nous, on l'appelle les producteurs. Donc, va par exemple subventionner un producteur ou un diffuseur pour un festival ou pour peu importe le projet, le beau projet culturel qui va avoir des belles retombées économiques et sociales. Le problème, c'est que si l'argent ne se rend pas jusqu'aux artistes, par exemple, par le fait que les contrats des musiciens et des musiciennes ne se rendent pas jusqu'aux syndicats, puis que nous, ça nous permet d'avoir justement de leur garantir un certain filet social, par exemple l'accès à une caisse de retraite, parce qu'un contrat pour un musicien ou une musicienne au Québec qui n'est pas lié avec, par exemple, la Guilde des musiciens et musiciennes, bien, il n'y a aucun accès à un fonds de pension. Donc, nous, c'est une façon qu'on a de pouvoir garantir ça à ces personnes-là, puis finalement, à long terme, de leur assurer une retraite. Et donc, sans ça et sans protection de toutes sortes en lien avec des litiges possibles d'une part et d'autre, puis le fait que aussi, bien, quand il y a une entente, on est peut-être en mesure justement d'exiger ce qu'on appelle, nous, des normes minimales de travail, donc d'assurer un salaire minimum avec des conditions minimales. On invite les gens, les gens qu'on représente, bien sûr, à négocier leur salaire vers le haut, et c'est ce qu'ils font. Mais à tout le moins, ces normes minimales-là, cet accès aux fonds de pension, ces protections-là, bien, ça vient garantir une certaine sécurité d'emploi dans un secteur où les emplois manquent de sécurité puis sont précaires. Et donc, si on était capable d'avoir une obligation quand l'État finance, quand l'État subventionne des événements culturels, des productions, d'avoir des dépôts de contrats qui vont dans les différentes associations d'artistes qui sont là pour représenter leurs membres, bien là, à ce moment-là, tout le monde en sort gagnant. Monsieur Baudry, vous portez les deux chapeaux. Vous êtes à la fois musicien, mais vous êtes aussi maintenant directeur artistique, je le disais tout à l'heure, du Festival Mémoire et Racines. Est-ce que vous êtes ce producteur qui voit ses budgets augmenter puisque ça s'arrêterait au niveau de la production avant de descendre sur les artistes, ou bien vous semblez vivre avec des coupures budgétaires, vous aussi? Ah oui, on vit avec des coupures budgétaires, nous aussi, évidemment. Là, puis on fait partie du regroupement Refrain. Là, donc, il y a une étude qui est sortie l'an dernier qui disait que près de la moitié des festivals au Québec, l'an dernier, en sont arrivés avec un déficit malgré une augmentation de revenus. Donc, ce qui veut dire que tous les dépenses ont explosé malgré un revenu supplémentaire. Donc, puis d'une année à l'autre, cette année, ça s'annonce encore pire. Tous les infrastructures, on ne parle même pas de l'artistique, là, évidemment. Et ça, c'est les artistes qui payent pour en bout de ligne parce que le budget artistique, ils font. Moi, je le vois. Moi, j'ai vraiment vécu l'autre côté là, que je vivais comme artiste. Puis j'ai été privilégié de gagner ma vie à l'international. Donc, notre terrain de jeu était grand. Donc, mais j'ai beaucoup d'amis au Québec que de faire des tournées de 25-30 spectacles. C'est une belle grosse tournée. Nous, on faisait des tournées de 120 shows. Mais pour ce qui est du festival, mais pardon, de 31 ans cette année, Mémoire et Racines, puis moi, je le vis vraiment, ça me frappe de plein fouet parce que je dois dealer avec des artistes qu'on a invités il y a 17 ans.
puis je peux pas leur offrir le même cachet qu'ils ont eu il y a 17 ans. Tu sais, puis c'est pas un artiste, là, tu sais, c'est choquant, tu sais. Là, tu fais comme, ça se peut pas, tu sais, je veux dire, le festival est beaucoup plus gros. Le budget a grossi, mais en bout de ligne, ce qui revient à l'artiste a diminué. Tu sais. Fait que c'est tous les intermédiaires, là, qu'on peut parler de, je sais pas moi, des compagnies qui louent des scènes, les frais de techniciens. Ça a doublé, là, ouais. Tout le monde est mieux payé, sauf l'artiste. Oui, parce que l'artiste, il y a quelque chose, tu sais, tu vas le chercher au... tu sais, il y aura toujours des artistes. Tu sais, ça va jamais mourir, là, tu sais. Mais tu peux jouer, c'est sentimental. T'sais, ils vont finir par te dire oui quand même. Puis moi, je veux pas trop aller là parce que je l'ai vécu pendant 20 ans, mais toujours moyen de négocier un artiste parce que c'est dans ses tripes, il a besoin de jouer, il a besoin de partager son art, mais je pense que on a un peu trop utilisé ça en tant que société. Puis le Québec, mais c'est fragile, c'est un petit bassin, il y a beaucoup plus d'offres qu'il y a de demandes. T'sais, moi, ça aussi, j'ai la boîte de courriel, là, elle se remplit à chaque semaine depuis le mois de septembre, puis je programme sur 3 jours. Je programme peut-être, je sais pas, 1% de ce que je reçois, même pas. Là, je dis, fait que c'est difficile, cette réalité-là, pour les artistes. Moi, je le vivais en tant qu'artiste, mais là, comme diffuseur, mais là, ça me frappe vraiment de plein fouet. Juste pour réajuster peut-être là-dessus, ce que j'ai vu, par contre, c'est que c'est assez surveillé quand même. Tu sais, les organismes, là, moi je parle plus en théâtre en tout cas, qui reçoivent des subventions, qui sont subventionnés au fonctionnement, par exemple, par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Ils ont des redditions de comptes à faire et c'est très important de prouver que tu as payé tes comédiens selon leurs associations professionnelles. Si on écrit pour toi, bien, est-ce que tu les as payés avec le bon tarif de l'ACAD? Les comédiens, est-ce qu'ils ont reçu leur cachet de l'Union des artistes selon les tournées qu'ils ont fait? Fait qu'il y a comme une espèce, tu vas perdre beaucoup de points, en tout cas, comme organisme. Tu vas te faire chicaner si tu payes en bas, tu sais. Puis même les comédiens, eux autres, aussi vont être mal vus de leurs associations s'ils font... S'ils acceptent de jouer. Oui, mais donc, dans ce sens-là, je ne veux pas te contredire, mais je pense que ça se peut, dans certains festivals, que l'argent ne descende pas selon les normes, tu sais, que les artistes ne soient pas, mettons que s'ils jouent, qu'ils ne soient pas payés selon les normes de leurs associations. Mais je ne pense pas que de façon courante, ça se fasse. Et par contre, comme ce que tu dis, que les revenus ont l'air d'augmenter des fois, mais que tu fais des déficits, bien, je pense que ce que ça fait faire, ce qu'on voit, là, ce que ça fait faire à des organismes, c'est qu'ils sont obligés, non pas de payer moins cher leurs comédiens, mais de faire moins, d'en programmer moins. Fait qu'on a vu l'aborder, au lieu de faire, je pense, 5 spectacles, ils vont en faire 4. Ex Machina aussi, ils vont, encore là, dans le domaine du théâtre, là, ils vont retirer de leur programmation 2-3 projets parce que... On a vu la même chose avec l'Orchestre Pour métropolitain. bien payer ceux qui vont faire travailler, pour les payer correctement, ils vont se priver ils vont réduire leur programmation. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est qu'ils diminuent l'offre de spectacles au Québec et ils font travailler moins de monde. Tu sais, ils choisissent d'en faire travailler, de bien payer ceux qui font travailler, mais ils ne peuvent pas... Tu sais, souvent, c'est des vingtaines d'artistes qui ne travaillent pas là, quand il y a une production qui tombe à l'eau, là. Oui. Moi, je rajouterais, je suis tout à fait d'accord avec vous, puis je porterais la réflexion encore plus loin de dire, ultimement, qui en paye le prix, c'est le public. Oui, puis les artistes, sûrement. Mais les artistes, moi, je suis voué à la cause, évidemment. On comprend que le manque de financement va affecter directement, c'est ça, les artistes qui travaillent. Puis je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez mentionné quand vous parlez, puis on le voit dans beaucoup de sphères de notre industrie, ce que vous dites, v'là 17 ans, je les engageais à tel prix, puis aujourd'hui, je ne peux même pas accoter ce prix-là, ou difficilement, ce qui est... Puis on le vit, là, on le vit nous autres aussi en tant qu'association d'artistes qui devons, parfois, c'est ça, bien, pas parfois en fait, qui devons négocier avec différents producteurs. Puis là où il y a un enjeu, c'est justement la précarité d'emploi. Le fait que les musiciens et les musiciennes, parce que justement, il y a beaucoup de demandes et peut-être moins d'offres, fait qu'ils sont en compétition les uns avec les autres. Et donc, si tu offres à un musicien de faire un show pour 100 $,
puis que ce musicien-là dit « Non, moi, je m'excuse, 100 $, je vaux plus que ça, et avec raison, là, je veux dire, je ne peux pas travailler à ce prix-là », bien, le musicien ou la musicienne qui, ce mois-là, a cette seule opportunité, cette seule offre-là, cette personne-là va l'accepter, le travail, parce qu'il faut vivre. Et c'est un enjeu. Puis là où je peux même amener ça plus loin, où moi je parle d'une spirale qui descend vers le bas, c'est de dire, si par le manque de financement, le manque de subventions, on réussit à avoir, dans le fond, on a moins de travail pour nos artistes, moins de travail égale donc, si on parle pour les associations et les syndicats qui les représentent, moins de cotisations, moins de sous pour fonctionner, pour pouvoir les défendre. Et là, après ça, on a une spirale qui va vers le bas. Moins nos membres travaillent, moins nous, on a la possibilité, la capacité de les défendre, de défendre leurs droits, défendre leurs intérêts, de revendiquer ce à quoi ils devraient avoir droit. Alors là, après ça, aussi, il est où notre rapport de force quand on va être face à un producteur qui nous dit « Je me suis fait couper ma subvention du CAC de 30 %, on est à la table de négociation, on veut bien, nous, défendre les salaires des musiciens et des musiciennes qu'on représente, mais en même temps, on doit comprendre la réalité des diffuseurs, des producteurs. Ça a ses limites, ça aussi. Donc, ça vient non seulement diminuer l'offre culturelle au public, mais ça vient diminuer le rapport de force qu'après ça, les associations peuvent avoir pour défendre nos travailleurs et nos travailleuses. Si je peux me permettre, je pense qu'on a quand même bien fait la démonstration dans ce premier tour de table-là. On a défait un mythe, en tout cas, qui est probablement celui de l'artiste qui vit au crochet de la société, là. Si on dit qu'au maximum, on va chercher 20 % de nos revenus qui sont relativement modestes pour la majorité des artistes, là, on n'est pas en train de vivre au crochet de la société. Mais dans cette conjoncture économique où on ramène toujours l'offre et de la demande, là, si on diminue l'offre, est-ce qu'on diminue la demande? Est-ce que les artistes sont condamnés à vivre dans la précarité? Parce que ça semble être le cas, sauf pour quelques figures de proue dans chacun des secteurs des arts qui, je dirais, sortent la tête de l'eau et réussissent à vivre convenablement de leur art, là. Mais je ne sais pas, moi, si je regarde le bottin de l'Union des artistes, là, c'est quoi? C'est 3 % des gens qui sont inscrits là qui vraiment ont des conditions de vie agréables comme un travailleur dans un autre secteur. Où est-ce qu'on doit mettre la priorité des arts dans une société qui est la nôtre? Mais ce qui est étonnant, c'est ça, quand on compare à d'autres métiers, le métier d'artiste, peu importe le secteur, sont des gens qui ont choisi cette vocation, ce métier-là, en sortant du cégep ou même en commençant leur cégep. Et ils se sont dirigés dans des programmes scolaires qui existent, que propose le ministère de l'Éducation. Tu sais, ils sont allés dans des conservatoires de musique sérieux, là, tu sais, des écoles reconnues par l'État. Ils sont allés dans des écoles nationales, sont allés étudier à l'université en création littéraire. Ils sont le fruit de notre système d'éducation. Oui, ils sont le fruit de notre système. On les a acceptés dans des cohortes qui ne sont pas contingentées, à part l'École nationale. Pour les comédiens, c'est un peu contingenté. Là. Il y en a peut-être une quinzaine d'élus dans toutes les 2-3 écoles de théâtre au Québec. Mais en dehors de ça, en création littéraire, je pense que ce n'est pas si contingenté que ça, mais peu importe. À chaque année, il y a des étudiants qui entrent là, qui étudient, qui investissent, qui payent des études. Ils ont des pré-bourses comme tous les autres étudiants, mais ça leur coûte quand même cher. Ils s'endettent, ils sortent de là avec des dettes, je ne sais pas combien, 20-30 000. Puis là, ils s'en vont sur le marché du travail. Puis c'est là que ça chire. Tu sais, là, tout à coup, on tombe dans un autre mode. Je ne suis plus un chercheur d'emploi comme un autre. Moi, je m'en vais dans le secteur des arts, puis là, c'est plus la même chose. Là, c'est comme, c'est précaire, tu ne sais pas où diriger, tu vas être le chanceux qui va l'avoir. Tu sais, c'est tout à fait inverse à n'importe quel autre professionnel. Des fois, je pense, par exemple, les gens qui étudient pour être professeurs, tu sais, ils sont c'est peut-être à ça que ça ressemble peut-être le plus, là, l'artiste. Tu sais, mettons un métier comme ça, qui est un métier de service. On ne demande pas à un professeur d'être rentable ou de vendre son enseignement. Tu sais, c'est soutenu par l'État à 100 % je pense. En tout cas, tu sais, il enseigne, puis tu sais, il est financé, lui, à 100 % par l'État pour faire son travail. L'artiste, à côté, on va lui donner de temps en temps une bourse, tu sais,
pas toujours. Puis là, par rapport à l'affaire de les gens vont faire « Ouais, bien, il reçoit des subventions, lui, il vit au crochet de l'État. » Mais attends, il fait un travail, c'est comme un contrat que le gouvernement il donne. Il veut faire une exposition là, d'art visuel dans une galerie reconnue. Il a tout mis son projet avec tout son échéancier, son budget. Va avoir tant d'œuvres, je vais travailler tant de temps, voici comment je vais travailler. Il explique tout son projet d'affaires, si on comparait ça à un autre milieu. Le gouvernement, ou en tout cas le Conseil des arts et des lettres, lui donne une subvention. Il doit le faire. S'il ne le fait pas, il faut qu'il rembourse. Puis quand il le fait, il faut qu'il fasse un rapport. Fait que c'est pas au crochet de l'État. Il y a eu une somme pour un contrat de travail. Puis on lui a accordé un contrat de travail public pour la population. Bon, tu sais, et contrairement à l'enseignant, son contrat lui donnera 20 ce n'est pas un contrat annuel, c'est même pas un contrat aux 6 mois. Tu sais, bon, c'est sûr que l'artiste qui va avoir une bourse, souvent, c'est des projets de 6 mois, d'1 an. Mais tu sais, l'enseignant, lui, à un moment donné, peut-être s'il est chargé de cours, bon, c'est précaire un peu, mais il n'y a pas de précarité. À un moment donné qu'il rentre enseignant, à chaque année, son contrat, en tout cas, est renouvelé, puis ça y va, il fait. Tandis que l'artiste, lui, non. C'était bien le fun, là, ce projet-là. On va voir si on va avoir... Tu sais, est-ce que je vais avoir un autre projet? Et il ne nous vient pas en tête de dire on devrait réduire ce qu'on investit en éducation. Ben non, puis je veux dire, mais quand moi, c'est par rapport à la valeur des emplois. Pourquoi que, pour la même scolarité, un professeur a cette sécurité d'emploi-là et pas un artiste? Ils sont tous les deux dans le domaine de l'éducation, quelque part, l'éducation culturelle, l'éducation artistique, la production artistique. Moi, c'est ça que je trouve un peu bizarre que ce ne soit pas considéré. Tu sais, à un moment donné, on l'a vu, les éducatrices là, dans les centres à petite enfance, n'étaient pas considérées, puis ils ont eu... On a relevé un peu leur revenu. Faire un lien avec ça, moi, je pense que ça passe par l'éducation de la société, justement, tu sais, la valeur, surtout au Québec, tu sais, c'est quand même précaire, là, puis je ne veux pas faire de politique, tu sais, que tu sois souverainiste, nationaliste, libéral ou conservateur. Tu sais, je pense qu'on ne pourrait pas trop s'obstiner là-dessus, que c'est précaire, notre statut de communauté citoyen francophone, tu sais, de notre situation en Amérique du Nord même, si on va au-delà du Canada. Puis ça, bien, tu sais, ça passe par la culture, une culture forte. Puis même, tu sais, même si nos enseignants ont même... Tu sais, moi, je serais même pour qu'à l'université, il y ait un cours pour les enseignants pour apprendre à... Parce que même les enseignants, aujourd'hui, ils parlent même plus trop de notre culture, tu sais, ils coupent les cours de musique au secondaire, tu sais. Ça fait peur quand même, tu sais. Là, même là, les conservatoires, les universités, les cégeps en musique, les programmes, tu sais, c'est beaucoup moins achalandé. Donc là, il y a plein de raisons pour ça, mais il faut, tu sais, il faut qu'il y ait une éducation. Tu sais, il y a plein de gens qui pensent que oui, on vit au crochet de la société, mais ils n'ont juste pas été éduqués dans ce sens-là. Tu sais, moi, pendant la pandémie, là, tu sais, j'étais peintre en bâtiment, moi, dans une autre vie avant d'être professionnel de la musique. Tu sais, puis je suis retourné peinturer pendant la pandémie parce que j'avais cette option-là. Puis j'étais peintre en bâtiment, puis plein de monde là, tu sais, qui jugeait ça, justement, c'est la PCU, puis tout ça, bon. Puis moi, j'aimais ça en parler avec ces gens-là, puis je leur disais, tu sais, tu passes la journée à chanter, puis à fredonner, puis tu sais, je dis ça... Tout ça, ça a été composé par du monde. Là, je dis, tu le réalises peut-être pas, mais ça change ta vie. Là, si tu avais le cerveau neutre là, pendant 8 heures, là, tu t'en rends pas compte, mais ça teinte ta vie, ta journée. Du moment où tu te lèves et que tu chantes une chanson dans la douche jusqu'à temps que tu te couches, bien, ah ouais, mais je pense que il faut Puis il faut encourager davantage notre culture locale aussi. Ça, c'est le danger de vouloir faire de la planète un village, là, je pense. M. Séguin, vous vouliez réagir là-dessus? Je suis tellement d'accord avec ce que vous dites. Puis, si vous me permettez, j'ai envie de ramener ça un peu à quelque chose de personnel, même de familial. On parle beaucoup aussi ces temps-ci des enjeux de découvrabilité de la culture québécoise, de la culture francophone. Puis, le risque que dans les écoles, notre culture ne soit pas mise de l'avant, bien, moi, je pense à quelque chose de positif, pas en lien avec ce risque-là, mais à l'inverse, quelque chose que je peux voir, puis je me dis, je ne veux pas que ça disparaisse. Mon fils a 5 ans, et l'année passée, quand il en avait 4,
il a assisté au spectacle de Michel Rivard, Le Tour du Bloc. Il avait 4 ans et du début à la fin, il est resté attentif, il est resté complètement captivé. Et c'est une musique, les chansons de ce spectacle-là, c'est quelque chose qu'on a joué en boucle et en boucle à la maison, dans l'auto, partout. Ça l'a habité, il demandait cette musique-là. C'est la plus belle chose au monde à voir. Puis s'il fallait que ça, ce soit plus possible, donc que nos enfants, finalement, soient plus en contact avec la culture québécoise, il y aurait une perte énorme. Puis, si on me permet aussi, puisque vous avez parlé de PCU, de PCRE, déjà, on sait que la pandémie, c'était difficile. Je fais partie, comme vous, des gens qui se sont réorientés partiellement. Moi, j'enseigne le secourisme aussi parallèlement à mes autres fonctions parce que quand la pandémie a frappé, mon fils avait 3 mois. La mère et le père sont dans le domaine des arts. Qu'est-ce qui arrive? Plus de revenus, donc besoin de se réorienter. Et là, aujourd'hui, juste avant les fêtes qu'on vient d'avoir, qu'est-ce qui s'est passé? Nos membres recevaient des avis de l'Agence du revenu du Canada comme quoi ils doivent rembourser des montants de 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 de PCU ou PCRE parce qu'ils se font dire « Oh, on a évalué votre dossier, puis il y a quelque chose, non, c'est pas conforme. » Ils se font demander. Imaginez un artiste, comme on l'a dit tantôt, là, qui a déjà de la misère à payer son loyer, déjà de la misère, parce que tout augmente, puis on sait que ça va continuer d'augmenter. Imaginez le stress que c'est de te faire dire « tu nous dois 30 000 $ alors que ton salaire moyen est de 15 000, 20 000. » C'est des couches et des couches et des couches qui se rajoutent à la difficulté qui est, dans le fond, de vivre de son art. Le portrait qu'on dresse est plutôt sombre, il faut bien dire, mais explique bien cette demande du Front commun d'un rehaussement du financement. Mais la question que j'ai envie de vous poser dans vos secteurs respectifs, est-ce que ça a déjà un impact sur la relève, entre guillemets? C'est-à-dire, on avait déjà vu pendant la pandémie des artistes dire « ben moi, je me réoriente, c'est le moment où je le fais ». Certains temporairement, certains ont quitté. Mais est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, à la Guilde, on voit de moins en moins de musiciens s'inscrire parce qu'il en sort moins des conservatoires, parce qu'il en sort moins des cégeps? Est-ce qu'il y a de moins en moins d'auteurs qui se risquent à l'écriture parce qu'on dit « ben c'est une aventure que je fais à force de croyances personnelles parce que le support n'est pas là ou de moins en moins là ». Est-ce qu'on est en train d'appauvrir au Québec notre classe d'artistes? Bien, moi, je pense que le véhicule change. Pour le mieux, je ne sais pas, mais ça me semble inévitable, parce que tout est plus accessible. Maintenant, tout le monde a un studio d'enregistrement chez eux ou près tout le monde. En tout cas, c'est accessible avec une qualité... avec une qualité certaine, qui... l'accessibilité aux réseaux sociaux, bon, bien, fait que moi, je pense qu'il y a plus d'offres qu'avant, Moi, quand je parlais tantôt, pour faire un parallèle avec je parlais que maintenant, je ne peux plus offrir les mêmes cachets. On s'entend que mon cachet artistique a augmenté d'il y a 20 ans. C'est pas le même budget. Mais par contre, il y a énormément d'artistes que je connais, un peu plus vieux, qui me disaient « Moi, j'ai eu la chance de faire de la musique dans le temps qui avait de l'argent. » C'est à cette époque-là qu'ils offraient des gros cachets. Là, aujourd'hui, fait qu'on... Moi, je pense pas que l'offre diminue parce qu'il y a toujours de plus en plus d'artistes, mais il y en a... Mais il y a pas plus... Il n'y a pas plus de demandes, Donc, on demeure quand même, la population augmente un peu, mais la réalité du Québec est très différente. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans des pays comme en Angleterre, que c'est gros comme ça, avec 60 millions de personnes, mais il y a beaucoup de possibilités, puis de salles de spectacle. Peu importe le style de musique que tu fais, qu'il soit très niché, mais il y a il y a des millions de personnes qui s'intéressent quand même parce qu'ils sont 60 millions. Donc, 1 de 60 millions, c'est beaucoup plus qu'1 de 7-8 millions. Fait que le Québec, c'est particulier pour ça. Puis, en tout cas, pour revenir à ce que je disais tantôt aussi, c'est fragile. Fait que si on veut préserver ça, pour moi, ça passe par la culture. Ça, c'est inévitable. Puis pas juste par la musique, évidemment. Tout art confondu. Oui, puis je pense qu'aujourd'hui, quand on va donner des exemples plus concrets de musique parce que c'est notre réalité, mais ça s'applique à toutes les disciplines artistiques. Quand on parle de relève, moi, je me mets dans la peau d'un artiste ou d'une artiste émergente, puis je me dis, quelles sont les possibilités de faire grandir la carrière? Puis c'est ça que je me pose comme question. Puis je me dis, OK,
les spectacles en salle, on sait que le public n'est pas autant au rendez-vous qu'il l'était avant la pandémie. On le sait qu'il y a des salles de spectacle qui ferment aussi. Puis ça, c'est un autre dossier pour toutes sortes de défauts de réglementation ou toutes sortes d'enjeux légaux. Il y a des salles qui, à force de se faire donner des amendes par des citoyens qui trouvent que c'est bruyant puis qui ne devraient peut-être pas être là a priori, les salles sont obligées de fermer. Fait que là, tu fermes une salle de spectacle, tu viens d'enlever du travail, tu viens d'enlever aussi un endroit culturel pour le public. Là, après ça, tu te dis, bien, OK, si c'est difficile de jouer localement, je vais peut-être aller à l'étranger. Bon, en Europe, si ça fonctionne bien, c'est super. Aux États-Unis, bonne chance. Là, nous, pour aller jouer aux États-Unis, on a des délais pour obtenir des visas qui vont jusqu'à 10 mois. Puis tu n'es pas sûr de l'avoir, ton visa, puis ça coûte cher. Donc, OK, fait que jouer localement, c'est difficile. Jouer aux États-Unis, pas facile. Alors qu'eux peuvent jouer ici, peuvent venir travailler, bon, sans embûche, ça, c'est un autre dossier. Ensuite de ça, tu te dis, bien, je vais peut-être miser sur les plateformes numériques, le streaming, pour pouvoir me faire connaître. Récemment, il y a un article qui est paru dans le magazine Harper's aux États-Unis qui s'appelle « Ghosts in the Machine » et qui montre à quel point, d'une manière volontaire, c'est quasi impossible de découvrir les artistes d'ici, puis qu'il y a des mécanismes qui sont faits pour finalement bloquer la découvrabilité puis faire en sorte que ce soit des faux artistes ou des artistes fantômes où il n'y a pas de redevance qui est donnée à ces artistes-là. Bref, vraiment, finalement, que l'argent ne se rend pas jusqu'aux artistes. Donc là, on ne peut pas jouer ici, on ne peut pas jouer aux États-Unis, on ne peut pas se faire découvrir sur les plateformes. Fait qu'on dit à la relève, oui, c'est possible. Là. On n'est pas. C'est ça aussi, vous dites, le portrait est sombre. Il est sombre, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Puis oui, c'est encore moyen. Il y a moyen de vivre de son art, mais ça devient de plus en plus difficile. Mais pour l'encourager, cette relève-là, ce qui est dommage, c'est que, en tout cas, tu sais, le Conseil des arts et des lettres a mis sur pied des programmes intéressants, comme tout le volet territorial, où il y a des subventions qui sont particulièrement, tu sais, qui sont accordées à chaque année par concours, là, dans toutes les régions du Québec pour les artistes de la région. La Mauricie, là, centre du Québec. Puis c'est quand même des sommes intéressantes qui, bon an, mal an, financent peut-être, je ne sais pas moi, une dizaine d'artistes dans des projets de différentes disciplines et 4-5 organismes locaux, ben, tu sais, régionaux, si on veut. Et souvent, pour avoir été sur des jurys de région comme ça, où on a analysé ces demandes-là, je dirais que, mon Dieu, à 80 ce sont des gens de la relève avec des projets super intéressants. Fait que tu es placé pour voir toutes ces nouvelles propositions-là. Souvent, c'est multidisciplinaire, c'est des horizons auxquels on n'aurait jamais pensé, qui proposent dans leurs projets et tout ça. Puis, tu veux donner la chance à ces projets-là parce que ça réécrit à l'heure du jour, tu sais, la culture québécoise et avec leurs valeurs, leur langage, leur génération. C'est toute une génération qui propose quelque chose de très vivant et de très neuf. Fait qu'ils ont des subventions, bon, tu sais, les artistes de 15 18 000, puis bon, mais c'est, tu sais, comme ça, c'est une one-shot dans l'année, puis... mais c'est ça qui les rend visibles dans leur région, mais c'est après que ça se garde. Puis ça, justement, l'argent pour ces programmes-là, quand il y a des coupures en haut, là, pas cette année parce que c'était garanti, mais dans les années qui viennent, à cause des nouveaux budgets, tu vois que, parce que c'est des projets triennaux sur 3 ans, là, l'argent est gelé là, pour 2 ans peut-être encore. Mais quand le programme va se renouveler, s'il se renouvelle, j'espère, les sommes vont être moindres, tu sais. Puis c'est des sommes, je ne sais pas moi, si le calque met 300 000, le milieu, tu sais, là, il est MRC, tout ça met 300 000. Fait que c'est aussi un mode intéressant de financement. Mais donc, mais ça crée de l'activité, puis ça fait connaître la relève dans leur région. Puis après ça, bien, ça leur donne une chance. Ils ont déjà fait une exposition d'art visuel, ils peuvent peut-être essayer de l'amener dans d'autres galeries hors région aussi. M. Séguin, je vous donne une courte réplique, puis après, je vous amène sur une autre question qui me trotte en tête. Excellent. Bien, je suis d'accord avec vous. Puis, moi aussi, où je vois un enjeu, justement, par rapport à la relève et par rapport à tout ce qu'on ne connaît pas, qui pourrait nous arriver culturellement parlant, c'est-à-dire, si on constate que déjà les institutions bien établies reçoivent un baisse de financement,
Donc, à ce moment-là, les artistes, de manière individuelle, que ce soit par les demandes de bourse, demandes de subventions, ça va être plus difficile. Alors, on voit aussi qu'au niveau de la recherche et de la création, ce dont vous parliez, les idées nouvelles que vous constatez justement en étant sur des jurys, toute cette richesse, c'est sortir des sentiers battus, pouvoir se faire surprendre par une œuvre d'art qui est multidisciplinaire, puis qu'on se dit, mon Dieu, on n'aurait jamais pensé à ça, tu ressors de là, tu es transformé. Comment ça peut arriver si on n'a pas l'argent pour justement faire cette création, cette recherche-là de nouvelles idées? Je vous amène, parce que depuis le début de notre discussion, on parle toujours du haut vers le bas, c'est-à-dire des subsides gouvernementaux vers les artistes. Et j'aimerais qu'on change l'angle de vue, parce qu'on a comme émis au départ qu'on ne pouvait pas demander plus au public. Or, c'est nous, vous, moi, tout le monde qui consommons des arts et qui peut-être malheureusement consommons des arts venus d'ailleurs plutôt que les nôtres. Alors, est-ce que de ce côté-là, est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, dans le Front commun pour sensibiliser la population à l'importance de soutenir nos artistes? Parce que je vois souvent des gens s'offrir des billets de spectacle pour des vedettes américaines de passage chez nous à des coûts de billets nettement plus élevés que le 45 $ que vous avez payé pour aller au théâtre. Moi, je ne le paye pas, le 300 $ pour aller voir Taylor Swift. Et le 300 $, c'est si vous êtes chanceux, chanceuse, là, parce que c'est souvent plus que ça. Mais où est-ce qu'il y a une sensibilisation à la culture québécoise et à l'appui? Il y a une très bonne campagne de publicité pour le cinéma québécois présentement qui est faite avec Gilda Roy, qui appelle quelqu'un pour dire hey, « Je vous appelle pour renouveler votre rendez-vous, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. » Je trouvais l'accroche vraiment fort sympathique. Mais comment on fait? Est-ce que ça, c'est prévu dans le Front commun ou dans une autre organisation de dire comment on va sensibiliser et chercher notre public? Parce qu'on a aussi une part de responsabilité là, j'imagine. Moi, je pense que pour un certain groupe d'âge, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que je me concentrais plus sur les plus petits. Là, je parlais d'éducation, mais il faut éduquer nos jeunes à consommer. Oui, c'est beau d'aller voir Sean Paul au Centre Bell, mais localement, là, maintenant, ça change. Là, les grosses salles de spectacle de milliers de personnes, c'est plus difficile, effectivement, de rentabiliser ça. Mais il y a plein de petites salles de spectacle en région qui rouvrent. Les gens sont bénévoles. Ça se mobilise quand même autour de ça, mais il faut quand même... Il faut éduquer les gens, il faut donner envie aux gens, il faut leur expliquer que c'est important de consommer localement, québécois. Là, puis je parle pas juste de la langue, là, puis pas juste de musique non plus, mais il faut... Puis les jeunes, ils adorent ça. Moi, j'ai un petit bonhomme de 2 ans, là, il capote là, sur la musique, les arts, là, les livres, il lit, il passe son temps, mais on l'a incité à ça, sauf que là, même les parents d'aujourd'hui qui travaillent... toutes les 6 jours par semaine, ils le mettent devant un écran, ils consomment à peu près ce qu'ils veulent, des YouTubeurs belges. En tout cas, non, mais c'est la réalité. Mais c'est sûr que j'aimerais ça passe même par l'université, que les enseignants de nos petits les éduquent à ça, tu sais. Puis après ça, mais ces enfants-là auront des enfants. C'est peut-être une manière de renverser un peu la vapeur. Mm-hmm. Mais il faut agir quand même. Puis ça, les gouvernements ont un rôle à jouer là-dedans. Là, je veux dire, ces cours-là sont réfléchis par... Mais je me demandais, concrètement, si on regarde, par exemple, l'éventail de festivals qui nous est offert pendant la période estivale, à des coûts relativement abordables, est-ce que ça permet le développement de publics qui viennent en salle pendant l'année, ou c'est le dernier bastion de la culture qu'on a les moyens de s'offrir? Est-ce que, je ne sais pas, moi, l'Orchestre symphonique de Montréal qui joue dans les parcs l'été permet d'amener une nouvelle clientèle en salle l'année, ou bien non, on dit, est-ce que j'ai les moyens, c'est de m'offrir l'Orchestre symphonique une fois? Est-ce que les différents salons du livre qui font, je ne dirais pas guichet fermé parce qu'on ne compte pas, mais qui font des foules records, est-ce que ça amène du monde en librairie le reste de l'année, où on a développé un espèce d'écosystème de festival par lequel passe la culture, et puis pour l'artiste individuel, écrivain, danseur, peu importe le domaine, ça devient plus difficile les 10 autres mois de l'année où on n'est pas en été? Moi, je ne pense pas que les moyens de diffuser, là, que ce soit un festival l'été ou acheter le disque, ou en tout cas, je parle dans le milieu du livre, par exemple,
sais, si des fois les livres, les gens vont dans les salons du livre pour parler aux auteurs. Ils ne vont pas nécessairement acheter le livre-là, ils vont aller l'emprunter après ça parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont aller l'emprunter dans leur bibliothèque. Parce que le livre, hein, ça a monté les prix de façon assez incroyable. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a comme un écosystème, là, en tout cas dans le milieu du livre, où des libraires vont faire connaître des livres aussi à leurs clients. Bon, donc, ces gens-là vont vouloir aller voir les auteurs dans les salons du livre. Fait que c'est donnant-donnant. Tu sais, je pense que tout le monde s'entraide et s'aide. Même chose pour les événements littéraires autres. C'est comme là, grande première, je vais vous l'annoncer. Il va y avoir un nouveau festival, comme s'il n'y en avait pas assez. Il va y avoir un nouveau festival littéraire à Trois-Rivières qui va être les rendez-vous de la nouvelle. La nouvelle étant récit bref, pas très connu. Et puis, c'est la Société des écrivains et des écrivaines de la Mauricie, Centre du Québec, qui ont fait une proposition de projet, justement dans le cadre des subventions territoriales, et le Conseil des arts et des lettres a accordé 18 000 $ pour mettre en place. Bon, bien là, il va y avoir 75 % des auteurs trifluviens ou centricois qui vont participer à ce festival-là, comme en lecture, en conférence et tout ça. Mais ça fait connaître, c'est des façons de faire connaître le livre, qui n'est pas un gros événement comme un salon du livre, mais les organismes, le Salon du livre de Trois-Rivières va travailler en complémentarité. La librairie L'Exèdre, où par exemple, vont se tenir les événements, va collaborer à ce festival-là. Fait que ça, je veux dire, je pense que c'est un petit milieu au Québec, dans chaque domaine, je pense, puis ça s'entraide. Fait que je pense pas que ça se nuise. La question est beaucoup plus... les enjeux, tu sais, on dit que c'est sous-financé, mais c'est d'autant plus dangereux que ce soit sous-financé actuellement, tous les secteurs, parce qu'il y a des enjeux de société beaucoup plus grands qui menacent chaque secteur. Comme d'autres en littérature, tu sais, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de livres. Tout le monde écrit son livre. Hein? Peut-être comme ça va envie d'écrire. Tu sais, un peu comme les studios, chacun a son studio d'enregistrement dans sa chambre. Mais là, tu sais, tu te lèves un matin, je vais écrire mon livre. Et si en plus, tu es une vedette qui a un petit, tu sais, de télévision, qui a un petit creux dans sa carrière, bien, coudonc, on va écrire un livre cette année, tu sais. Mais c'est correct, c'est intéressant. Mais ça fait énormément de compétition. Puis on le sait, le public, puis c'est peut-être là une affaire d'éducation, est séduit par les vedettes. Tu vas dans les salons du livre, là. Moi, j'ai déjà été assise à côté de... je ne sais pas, je ne me rappelle plus son nom, là. Morancy, là, discussion avec mes parents, il avait écrit un livre. La file, toi, puis toi, tu es là, tu sais, puis tu as tes deux personnes. Puis là, à un moment donné, il était allé aux toilettes, puis là, j'étais capable de tout dire ce qu'il disait. Là, tu sais, je parlais pour lui à ses admirateurs, parce que je savais son baratin. Mais je veux dire, fait que tu as cette compétition-là, fait que déjà, tu pouvais t'en sortir, mais là, tu as des défis nouveaux. Ben, ça, c'est dans le milieu du livre. Comme je dis, les livres sont plus chers, les gens lisent moins parce qu'ils regardent plus leurs écrans. Fait que tu aurais les mêmes subventions qui seraient bonnes, tu es déjà mis à mal par un contexte très difficile. Monsieur Séguin? Oui, j'aimerais un peu revenir sur l'éducation dont on parlait tantôt, puis qui vient toucher un rôle qui, je pense, justement, revient aux associations d'artistes puis aux syndicats de dire... Tu sais, quand on se pose la question, justement, à quoi elle sert notre association, à quoi sert le syndicat? Bien, notamment à faire des revendications auprès du gouvernement sur l'importance de l'éducation artistique. On dit comment on fait pour attirer un nouveau public? Je suis d'accord, ça commence à l'école. Ça va commencer dès la garderie, dès l'école primaire, où par des programmes dans les écoles, des programmes d'art, les enfants sont confrontés, sont amenés vers les arts de toute discipline. Et ce qu'il faut faire comprendre aux gens, puis ce qu'on espère, là, en fond, le message qu'on veut passer, c'est le but des programmes d'art, c'est pas de faire des artistes, c'est pas que tous ces enfants-là qui vont avoir un cours d'art plastique ou de musique ou de théâtre ou de danse vont finir par en faire une carrière professionnelle. C'est les compétences que tu développes. Premièrement, si tu peux faire de l'art, si à raison d'une fois par semaine ou par 2 semaines, tu peux faire de la musique, tu peux faire du théâtre, de la danse, je veux dire, tu développes des compétences, tu développes toutes sortes d'aptitudes, tu deviens une meilleure personne. Je veux dire, ça va façonner ton cheminement, ton parcours scolaire et tu vas donner cette soif, cette faim-là pour l'art qui va faire en sorte que, oui, c'est clair, s'il y a des gens
des jeunes, des élèves, des étudiants, des étudiantes qui se sentent interpellés. Tu sais, comme on en parlait tantôt, là, quand on fait le choix, après le secondaire, d'aller vers un programme d'art, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort en nous puis qui dit, moi, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai envie de transmettre quelque chose à travers cet art-là au public. Bien, ça, si ça arrive, tant mieux. On est chanceux d'avoir ces gens-là, ces jeunes-là qui viennent vers nous dans ces professions-là. Mais ultimement, c'est de faire en sorte que tu développes ton public de demain. Donc, on les sensibilise à la littérature, à toutes les formes d'art. Puis, bien, ça, c'est une des façons qu'on peut, à long terme, pallier, si on veut, au problème là, des publics puis de l'attrait. Puis ça, malheureusement, quand on voit, comme aujourd'hui, dans certaines écoles, des programmes qui ferment ou qui baissent, qui réduisent, là, on ne s'aide pas. Ça fait que ça préserve une société distincte qu'on est aussi, tu sais. Bien, ça affaiblit toute notre identité. Le festival, c'est important, je trouve, que, autant pour l'artiste aussi, parce que c'est important qu'on se retrouve à un moment donné. Tu sais, quand tu fais ton affaire individuellement dans une salle de spectacle, c'est un public qui est là pour te voir, mais tu sais, un festival, tu peux aller accrocher du monde qui ne viennent pas pour toi, mais ils te voient quand même. Dans un parc, l'orchestre symphonique, mais tu vas accrocher des passants. Ça ne fera pas toute la différence pour une salle de spectacle, mais il y en a quelques-uns qui vont faire « OK, je pensais pas aimer ça, mais je pensais pas que c'était pour moi. » Puis c'est plus facile d'aller voir un spectacle, par exemple, de musique symphonique dans un parc pour beaucoup de gens que d'entrer dans une grande salle, aller voir un orchestre symphonique. En s'imaginant qu'il y a des codes à Il y a suivre, ce complexe-là, souvent, de plusieurs Québécois, de dire « Oh, je ne comprendrai rien, c'est pas pour moi. » C'est un peu comme des églises, des grands théâtres. D'un coup, que j'aime pas ça, puis qu'il va falloir que j'en parle après, puis j'aurai rien compris. Fait que, tu sais, ça fait partie, ça aussi, de la non-éducation ou de... sentir inférieur, sentir pas... alors que c'est pour ça qu'il y a énormément d'activités de médiation culturelle. Chaque fois qu'il y a une pièce de théâtre, mettons, je pense à l'Abordé, ils font beaucoup d'activités de médiation culturelle pour préparer. Ils vont dans les classes, ils parlent du spectacle qui s'en vient aux enfants. Les enfants arrivent là préparés. Ça se fait beaucoup avec le jeune public, mais pas beaucoup avec le public plus adulte, peut-être. Mais... Je vous interromps parce que le temps me file entre les doigts. Et il y a une dernière question sur laquelle je voudrais vous entendre. On fera un dernier tour de table parce que vous avez tous eu des expériences aussi à l'international. Et je suis en train de me dire, est-ce que la culture québécoise est davantage connue et reconnue à l'extérieur parce que c'est un produit étranger, donc intéressant, ou que chez nous? Est-ce que chez nous, à l'inverse, on consomme plus la culture étrangère que la nôtre? Comment on inverse ce processus-là? C'est une bonne question, mais puis je m'excuse si jamais ce que j'ai en tête ne répond pas directement, mais ce qui me vient en tête, moi, c'est aussi le fait que, de par notre culture et de par les artistes qu'on forme ici, puis je vais donner l'exemple du chef d'orchestre québécois pour lequel j'ai beaucoup d'amour et avec qui je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années, Yannick Nézet-Séguin, qui, de par sa notoriété, de par sa grande carrière, dirige partout sur la planète et peut nous amener aussi des artistes de partout grâce aux liens qu'il crée. Donc, il y a, de par ce qu'on est capable de créer, de former chez nous comme talent, ces talents-là rayonnent à l'international et nous amènent des opportunités extraordinaires. C'est donnant-donnant. Bien, ça, moi, je l'ai vécu pendant 20 ans, là, de jouer à l'international, de recevoir, là, ça, je suis convaincu de ce que j'avance. La couleur du Québec, que ce soit, je suis certain, en littérature, en musique instrumentale ou en chanson, mais on se démarque par l'énergie, de manière de jouer, de s'exprimer. Puis ça, moi, j'ai des anecdotes, plusieurs. Il y a des Québécois partout, on était allé en Suède, en Espagne, en France, en Angleterre. Puis quand il y a des Québécois ailleurs qui voient qu'on est en spectacle là, mais là, ils sont curieux. « Ah, vous ne connaissez pas ça, ce groupe-là du Québec? » Le Vent du Nord, nous, on était beaucoup plus connus à l'international qu'au Québec. C'est encore ça aujourd'hui. Puis ils viennent te voir en spectacle, que ce soit en festival, qui est encore plus impressionnant parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes. Puis là, ça lève, tu sais. On a une fierté à dire, c'est des artistes de chez nous. Puis là, ils viennent te voir ou ils t'écrivent après, puis ils font comme... Hey, je pensais pas que ça pouvait, tu sais, parce que si tu regardes un peu de haut, surtout la musique traditionnelle, c'est jugé, puis là, tu fais comme, ben, tu sais, moi, je suis pas surpris, je le sais, ça fait 20 ans que je fais ça, mais là, ils réalisent à quel point que c'est populaire, puis là, ils se mettent à aimer ce style-là parce que l'international l'a convaincu que
qu'on était intéressant, les Québécois. Puis ça, à partir du moment où les Québécois, puis là, je parle pas juste de la musique, va accepter qu'on n'est pas un petit peuple, là, tu sais, qu'on peut être fier de nous puis qu'on peut tellement faire de grandes choses. Quelque chose comme un grand peuple, disait René déjà Lévesque. là, ça va être une grosse partie gagnée. Tu sais. Madame Martineau, je vous donne le mot de la fin en une minute. Non, mais je ne toujours. redirai pas ce qu'ils ont dit, je suis très d'accord. Puis je crois aussi qu'ici au Québec, les Québécois sont fiers de leur culture. Ils s'identifient. Tu sais, on le voit là, tu sais, ils vont s'identifier à leurs chanteurs, à leur musique et à tous les styles aussi. Je pense en littérature, les grands comme, tu sais, comme même Kim Thuy, qui vient d'ailleurs, a fait carrière au Québec et les Québécois l'aiment, l'acceptent, l'ont adopté. Fait que, tu sais, il y a aussi une conversation avec le reste de la planète à travers la façon dont on va choyer nos artistes venus d'ailleurs aussi. Dany Laferrière, qui est originaire d'Haïti, qui nous représente à l'Académie française. Tu sais, je veux dire, on est beaucoup dans l'ouverture au Québec. On aime nos auteurs, on aime nos musiciens. Tu sais, les Merci. Cowboys fringants, on se reconnaît là-dedans, dans les colocs, on se reconnaissait. Tu sais, dans des groupes, tu sais, c'est chez nous, c'est nous. On va dire c'est nous, ça. Mais c'est unique, en tout cas. Ça, Hein? c'est unique. Ouais. Oui. Puis Et ça parlant- nous distingue, ça nous représente, mais il faut que le public suive aussi pour nous soutenir et pour nous défendre. Merci, Mme Martineau. Et parlant conversation, celle-ci était fort pertinente et fort intéressante. Il me reste à vous remercier, Mme Martineau, M. Baudry, M. Séguin. Merci infiniment d'avoir participé à cette table ronde. Merci également à notre recherchiste Anne-Sophie Batalon. Merci à la Gazette de la Mauricie. Merci à Nous TV qui rendent possible la production de telle émission. Merci à vous d'être là et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre table ronde signée La tête dans les nuances.